quand la lune a rendez-vous avec le soleil. L'instant est magique. Nous sommes de l'autre côté de l'Atlantique. Un autre monde et le seul territoire français dans cette région du globe. À plus de 4200 km de Paris, Saint-Pierre-et-Miquelon, un archipel composé de 2 îles principales, Saint-Pierre, le chef-lieu, et Miquelon. 242 km² et juste 2 communes, avec tout autour une nature sauvage. 6000 habitants environ dans une région qui se situe à la même latitude que la ville de Nantes. Mais ici, pas de Gulf Stream et de climat tempéré, 2 saisons, l'hiver qui s'allonge et l'été qui prend ses quartiers entre juin et septembre. Un été de brume et d'éclaircies qui donne au territoire des paysages qui évoluent au fil du temps et de la météo. Ici, en quelques minutes, la ville peut disparaître sous une épaisse couche de nuages. Une préfiguration de l'avenir où le bouleversement du climat pourrait transformer les lieux en villes fantômes. Un peu comme à l'île aux Marins, qui a vu sa population passer de près de 700 habitants à quelques résidents occasionnels. Si le climat changeait beaucoup plus rapidement, eh bien, on pourrait peut-être plus rester sur l'archipel. Oui. L'archipel évolue, mais les dangers sont multiples. À Miquelon, c'est le village qui est menacé par la montée des eaux et la récurrence des tempêtes. Un risque pris au sérieux par les élus qui imaginent déjà déplacer une partie de la commune sur les hauteurs. Plus loin, c'est la route, construite sur l'isthme qui a été malmenée par la mer. À terme, pour les experts, cette longue bande de sable pourrait céder et transformer Miquelon en 2 îles distinctes. L'archipel est sous tension et le changement climatique oblige les autorités à s'adapter au plus vite. Pour découvrir la commune de Saint-Pierre, il suffit de suivre le littoral. La ville est construite entre mer et collines, une bande de terre où vivent un peu plus de 5000 habitants. Le littoral, où se concentre la vie locale, a évolué au fil du temps. Ksenia Filipenko est géographe. Elle débarque ici une première fois en 2018, puis 3 autres séjours sur l'archipel pour mieux appréhender un territoire qui est aux avant-postes du changement climatique. Donc ici, on arrive sur les salines, les anciennes maisons des pêcheurs qui sont réhabilitées. Et elles étaient construites vraiment en bord de mer pour être le plus près possible des zones de pêche. En fait, cette route ici sur laquelle on roule, elle n'était pas du tout à cet endroit-là avant, elle était un petit peu plus en retrait. Et tout le trait de côte ici a été modifié, remblayé, une partie a été gagnée sur la mer. Et c'est aussi en rocher, protégé par des gros blocs de pierre. Saint-Pierre porte bien son nom. Oui. Déambuler sur le bord de mer, c'est aussi rappeler l'histoire de cet archipel français depuis plus de 2 siècles. Là, on arrive sur le quartier des Graves. Donc, le quartier des Graves, c'est l'ancien quartier de pêcheurs où on faisait sécher la morue sur les graves, donc des champs de pierre. C'est une zone très basse, donc assez vulnérable au risque de submersion et puis à l'érosion aussi. Dans ce quartier historique, il ne reste plus de traces de l'époque bénie de la grande pêche, sauf quelques photos et cartes postales. Et un musée qui conserve la mémoire de tous les marins-pêcheurs qui sont venus de métropole chercher fortune dans ce village d'outre-mer. Ici,
Dans le quartier des Graves, depuis quelques années, les promoteurs investissent les lieux. Nouvelle résidence et en 2015, l'hôpital est construit dans cette zone très vulnérable à la montée des eaux. Une carte des risques est alors réalisée. Toutes les zones en bleu et en rouge sont des zones inondables. Une cartographie dessinée à partir des événements du milieu des années 90. Les quartiers du centre-ville sont sous l'eau. À certains endroits, on ne peut circuler qu'en barque. 1994, puis 1995. Plus d'1 mètre d'eau dans les maisons, les ateliers ou les bureaux situés en bord de mer. Au fil des années, Saint-Pierre est devenue une forteresse protégée de toutes parts. Donc là, on arrive sur l'une des digues les plus importantes du port, justement, qui a été rehaussée l'année dernière. C'est un ouvrage très impressionnant. C'est la digue aux moules, l'une des plus anciennes du port. On est à plus de 4-5 mètres par rapport au niveau de la mer. Et donc ça nous permet de voir d'ici l'île aux Marins face à nous et le Canada qu'on aperçoit au loin, donc les côtes de Terre-Neuve. Mais c'est vrai que c'est une infrastructure vraiment impressionnante qui, si on compte les 2 lignes de front qui s'étalent sur plusieurs mètres, elle a la particularité de ne pas être droite. Elle est vraiment en pyramide. Donc on a des cailloux qui descendent progressivement jusqu'à la mer pour essayer de casser le plus possible les vagues. C'est impressionnant, surtout que ça court sur plusieurs centaines de mètres. Plus d'1 kilomètre 700 rien que pour défendre les infrastructures portuaires. C'est le prix à payer pour protéger ce poumon économique de l'archipel. Aujourd'hui, ici, la politique locale, c'est l'enrochement et l'endiguement. Donc tout le port ici est extrêmement endigué. Les digues sont rehaussées et tout le littoral, l'ensemble du littoral, est enroché sur l'archipel. Dans le port et aussi à d'autres endroits, c'est vraiment la politique, le remblai, le remblayage, l'enrochement et l'endiguement. Juste à côté, l'ancien aéroport est abandonné. Lui aussi a été reconstruit ailleurs. Sur cette photo aérienne de 1950, on voit que l'endroit choisi pour le nouvel aéroport, ici en rouge, est en bord de mer et sur un lac qui a été en partie remblayé. Zone forcément submersible. En poursuivant la route littorale, Xenia ne reconnaît plus certains lieux qu'elle avait découverts il y a 3 ans, lors de son premier séjour. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a vraiment un exemple d'érosion. On voit comme le sol sous la maison a été mangé, donc en fait, on voit les fondations là. Puis on voit même les câbles en fait qui se baladent en dessous. Impressionnant, et donc ça a été complètement laissé à l'abandon, pas de protection, pas d'entretien, même pas de déplacement, rien. Et c'est la première que je vois à ce point dans cet état-là. Ironie de l'histoire, Saint-Pierre-et-Miquelon a pour devise « amarrer la bord », le travail de la mer. Un travail de sape ici et à la pointe sud de l'île. Nous sommes dans la baie de Savoyard. Le quartier a été renforcé par des murs de protection qui déjà se lézardent par endroits. C'est vraiment impressionnant. Ils ont tout refait depuis la dernière fois, il y a 2 ans où je suis venue. Là, ces gabions, ils étaient défoncés, donc ils en ont rajouté de nouveaux. On voit là les anciens gabions en dessous. Ils en ont mis plus loin là-bas. Ils ont rajouté en plus de l'enrochement en 2e ligne, en plus des gabions. En fait, ici, c'était un peuplement ancien, c'était un village de petits pêcheurs. Donc on avait des petites maisons qui sont ensuite devenues des résidences secondaires pour les descendants et qui sont aujourd'hui transformées en résidences principales. C'est compliqué parce qu'avec le changement climatique et ce que ça va amener en termes de risques, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Après, on a une belle vue sur la mer. Faut choisir.
C'est vraiment impressionnant là, ce qui a été fait ici. À chaque tempête, la mer ronge la terre. Alors ce processus d'érosion, on peut le voir ici, là, on voit vraiment les paquets de terre qui sont mangés par en dessous, là, et qui sont en équilibre. Et donc en fait, c'est eux les prochains qui seront mangés en fait, par la mer lors des prochaines tempêtes, des marées, des prochains hivers, en fait, tout simplement. Ça, c'est un processus qu'on retrouve avec ces paquets de terre comme ça qui pendent, qu'on retrouve sur tout l'archipel, à la fois sur Saint-Pierre et sur Miquelon. Les experts qui observent le recul du trait de côte affirment qu'ici l'érosion est forte. Elles sont menacées, ça c'est clair. On a le choix, soit on décide de protéger avec de l'enrochement, mais combien de temps ça va durer? Puis l'autre solution, c'est de déplacer la maison en fait, ou d'accepter qu'on va vivre sur une maison sur pilotis ou alors régulièrement inondée. Vivre sur l'archipel, c'est s'adapter constamment. Après la période faste de la prohibition et de la grande pêche, l'archipel doit encore se réinventer. Aujourd'hui, il est dépendant plus que jamais des subsides de l'État. La fonction publique à elle seule emploie plus de 50% de la population active du territoire. Les autres secteurs sont le commerce, le BTP et la pêche qui, elle, ne fait travailler qu'une centaine de personnes environ. À l'image de cette brume qui envahit le port, l'avenir de ce secteur n'a qu'une visibilité réduite. Il est lié aux quotas et surtout aux conditions climatiques qui, dans l'archipel, évoluent très vite. Il est à peine 14 heures et les frères Poirier rentrent d'une journée de pêche au large. Une année, on a eu 50 jours de brume d'affilée. Tous les jours, on était au radar. Tous les jours, pendant 50 jours. C'est comme ça, comme aujourd'hui. Là, il faut vraiment le radar. Ah ben là, il faut le radar, absolument. Radar et sondeur aussi, non? Ouais, ils sont durs, mais maintenant, dans le maxi-pêche, on sait où on est sur la carte. On sait où se diriger. Il y a les touristes qui passent sur le côté. Les temps changent et les deux frères s'habituent au bouleversement du climat, tant bien que mal. Allez, les cigotons, on m'en est pas. Ces petites barques sont les témoins d'une autre époque, celle où leurs aïeux pêchaient la morue au large de l'archipel. Pour l'heure, pas le temps de traîner. Il faut débarquer la pêche du jour et plusieurs chalutiers sont de retour avec leurs crabes des neiges qui vivent dans des eaux froides, mais pas gelées. Avant de le vendre, il faut le préparer. Seules les pâtes se dégustent. Ici, c'est 10 € le kilo. 6 kilos. Ce jour-là, les frères Poirier en vendront une trentaine de kilos à des amateurs de cette chair si savoureuse. Le reste sera proposé à l'exportation. Sur le quai ce jour-là, il y a leur neveu de 14 ans qui se passionne déjà pour le métier. La relève semble assurée. Et dans les crabes des neiges, est-ce qu'ils sont tous la même couleur ou des fois il y a des exceptions? Oui, il y a des exceptions. Ah, quelle couleur tu penses? Là, tu n'es pas détendu goyard, moi. Brun, coupé. Oui, tout à fait. Il y a des blancs qu'on appelle les albinos. C'est très très rare, ça peut être sur peut-être 15 millions. On a eu la chance d'en pêcher en 2010. Il est habitué à aller voir son papa, ses frères à bord des bateaux. Regarde, il y a différentes couleurs qui sont plus rares. Regarde celui-là, regarde celui-là, il est de la même couleur. C'est à moitié bleu, beaucoup plus rare. Dans les caisses, les derniers crabes des neiges de la saison. Les quotas sont atteints. 350 tonnes par bateau. Une pêche artisanale qui fait suite au moratoire de 1992 qui avait mis fin à la pêche à la morue. Depuis 1996 qu'ici la pêche a commencé au crabe des neiges. Juste après, quelques années après le moratoire, c'est ça qui a permis de relancer la pêche artisanale. Peut-être 96. Et puis, on a eu des années difficiles et puis des années où la ressource était là qui était plus simple. Donc maintenant, on est une dizaine d'armements à la pêche artisanale.
Ancien comptable pour une mutuelle, Gilles a fini par entendre les sirènes familiales engagées dans la pêche depuis 14 générations. À son actif, déjà une bonne vingtaine de campagnes. Mais ce qui le marque le plus depuis qu'il navigue, c'est le bouleversement du climat et la disparition des icebergs qu'il voyait enfant sur le port. La dernière fois que le port a été enclavé, c'était en 1987. On avait quelques icebergs qui étaient pratiquement dans le port. Et puis après, les derniers icebergs, c'était en 2008. Une campagne en chasse une autre. Fini les crabes des neiges, place aux homards et aux concombres de mer. Des richesses qu'il faut préserver. C'est l'une des missions d'Herlé Goraguer. Il est chargé de la surveillance des écosystèmes marins. Un travail important pour éviter la surpêche et la disparition de ces nouvelles ressources. Aujourd'hui, ce sont les concombres de mer qui focalisent son attention. Pour les dénombrer, il utilise une technique innovante. On est à 50 mètres de fond, on a l'impression d'être dans un aquarium. Et on peut compter les concombres un par un. Mais alors, les compter un par un avec un compteur, c'est un peu fastidieux. En fait, on va développer une technique par analyse d'image, un algorithme d'intelligence artificielle qui va compter pour nous les concombres qui passent dans le champ de la caméra. Ça nous sert à donner un avis sur la quantité de concombres présentes sur le fond, une évaluation de la biomasse qui va servir après aux autorités, en principe à la direction des pêches, pour donner un quota d'exploitation aux pêcheurs. Les concombres intéressent surtout le marché asiatique. Pour le moment, depuis quelques années, en tous les cas, c'est profitable. C'est surtout cette espèce-là qui est ciblée. Donc, on a pêché jusqu'à plus de 2000 tonnes de concombres à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est quand même conséquent. Dans d'autres territoires, on est à un niveau de quelques centaines de tonnes à peine, quoi. Sur cette espèce-là, il faut vraiment être conscient qu'il ne faut pas aller trop vite et ne pas trop en prélever si on veut que ça soit durable dans le temps. Aujourd'hui, les pêcheurs locaux privilégient aussi le homard, un crustacé qui n'est pas impacté par le réchauffement des eaux. Une nouvelle manne, mais pas au niveau de ce que rapportait évidemment la pêche à la morue avant. Sur place, on organise une nouvelle filière pour relancer le secteur de la distribution vers l'Europe et la Chine. Gilles Poirier soutient cette démarche et propose sa pêche à la société locale Homard des Îles. Sur le macaron, il y a un QR-code qui permettra aux acheteurs de voir bien sûr sa provenance, mais aussi l'armement et le nom du bateau qui les a pêchés, et l'endroit surtout. Si on veut rentrer dans le sens d'une pêche responsable, dit aussi pêche durable, il faut que tout soit fait correctement. 9 h du matin, de la cathédrale s'échappent des chants qui célèbrent les marins. Saint-Pierre est le patron des pêcheurs. Dans les travées, il y a des descendants des Normands, des Bretons, des Basques et des Acadiens qui ont tenté l'aventure de la grande pêche et qui perpétuent cette tradition, la fête des marins. Leur vie risquée en pêche permet à beaucoup de manger et de vivre. Quelles que soient les tempêtes, nous ne sommes pas perdus. 141e édition et autant d'années à célébrer ceux qui ont permis à l'archipel de bien vivre à certaines périodes et de survivre à d'autres. Hommage aussi aux disparus en mer et aux sauveteurs. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur, notre mère, la terre, qui nous porte et nous nourrit. Notre archipel n'est pas en capacité de nourrir tous ceux qui y résident. Veille, Seigneur, sur les cargos qui nous ravitaillent. Ils témoignent de l'interdépendance du genre humain. La Vierge sur son doris est portée par les pêcheurs comme Stéphane Poirier. Plus tard, le curé bénit tous les bateaux qui partent encore dans une mer parfois hostile. La dépression au nord de Terre-Neuve.
s'évacuera vers le nord-est cette nuit et demain, à l'avant d'une poussée anticyclonique qui gagnera notre région par le sud-ouest demain. En ce début d'été, les dépressions se multiplient. Gilles et les autres zigotos se mobilisent pour mettre à l'abri les Doris. Impeccable. Voilà. Tu peux mettre la barre. Les zigotos, ce sont des amoureux du patrimoine maritime de l'archipel. Il y a un petit dicton, c'est « si le temps le permet ». Vous ne pouvez rien faire sans la météo. Ah, on est toujours à regarder la météo. À quel temps qu'il fait, qu'est-ce qu'ils annoncent, tout ça, des fois. Les vents changent très très vite. Et puis on passe notre temps à voir qu'est-ce qu'ils annoncent. Du vent, du soleil, de la brume. Et puis l'hiver, parfois quelques petites tempêtes de neige. Tire un peu au milieu, Jean-Marc, à sortir ici, là-bas. Comme ça. Voilà. Regarde si t'as d'autres poids dedans. Il faut aller vite. Pour les 30 ans de leur association, une 50aine de personnes doivent venir dans la saline. Cet endroit où, avant les pêcheurs, salait la morue. Ouais, je peux même la mettre en dessous si tu veux, carrément. En dessous du truc. On savait qu'il y allait avoir du vent. Au départ, on devait monter un chapiteau, mais manque de chance, on n'a pas pu l'avoir. Donc, le plan B, c'est de cuire directement dans la saline, quoi. Ça va être tranquille. Ouais. Hein, Serge? On est des zigotos, on n'est pas des rigolos. Si le temps le permet, on prend un bonnet s'il faut. On est né ici, donc il n'y a pas de problème. On sait comment c'est. On est déjà rendu au début du mois de juillet et on a la chance, hein, le temps est de la partie. Et puis on voulait vous remercier pour tout ce que vous faites tout au long de l'année pour l'association Les Zigotos. Il y aura du capelon aussi frais que l'on va cuire. Il y aura de la morue, il y aura du crabe des neiges. Et merci à vous et puis passez une bonne journée surtout. Bravo! Autour de l'archipel, il n'y a pas que la pêche. Les fonds marins regorgent de trésors plus inattendus. La faune locale est parfois même le témoin du changement climatique. Pour découvrir cet allié des biologistes marins, il faut suivre Laurent Chauveau. Ce n'est pas un plongeur comme les autres. Aux eaux chaudes des Caraïbes, il préfère les eaux profondes et froides. Grosse combinaison, là. Oui, ça. Mais l'eau, au fond, est à 3 degrés. Donc, il faut se couvrir. C'est étonnant parce que là, il fait trop chaud. Clairement, maintenant, là, j'ai trop chaud. Mais tout à l'heure, ce sera le matériel idéal pour ce genre de plongée. Quand même, faut pas oublier qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a des animaux polaires qui se développent au fond à partir de 35-40 mètres. Laurent ne plonge jamais seul. Condition difficile ici. Il est accompagné d'Erwan, un plongeur spécialisé dans les prises de vue dans les hauts fonds. Il se dirige vers l'île de Miquelon, à une petite heure de navigation. Ils ont déjà repéré un spot où ils ont toutes les chances de dénicher la palourde noire. Ce coquillage ne s'offre pas au premier regard. Il faut descendre à plus de 20 mètres de profondeur, parfois 30. Il faut ensuite la débusquer. Repérer ce genre d'indice. La palourde noire respire. Un trésor pour les scientifiques qui étudient les évolutions du milieu marin et du réchauffement climatique. On l'étudie parce que c'est l'animal qui a l'aptitude à vivre le plus longtemps et à grandir le plus longtemps sur la planète. Le record est à un peu plus de 500 ans en Islande. Et ici, on trouve des bivalves, des animaux qui ont entre 100 et 200 ans. Ça s'appelle Arctica islandica, dite subarctique. C'est-à-dire qu'elle aime bien l'eau froide, mais elle n'aime pas l'eau gelée. À peine une demi-heure de plongée et l'équipe peut remonter avec son butin. Une dizaine de coquillages, plus que centenaires. La pêche était bonne. Mission accomplie. Cette palourde est une sentinelle des évolutions du climat marin
et du réchauffement. C'est quand même pas mal de l'enlever. Imaginez, cet animal était dans le sédiment, comme ça, pendant les 100, pour celui-là, les 100 dernières années. Et comment vous savez qu'il a 100 ans? À la façon d'un arbre, cet animal fabrique des stries de croissance, des marques hivernales, donc des bandes claires alternent avec des bandes sombres, et le décompte de ces bandes donne un âge fiable. À la manière d'un Champollion qui va décrypter la pierre de Rosette, Laurent Chauveau et ses équipes vont faire parler ce mollusque. Une machine à remonter le temps, mais un outil indispensable aussi pour imaginer l'avenir. Cet animal-là, c'est un livre. Il fabrique une page par année. Sur cette page est écrit un truc qui ressemble à des hiéroglyphes dans le principe. Et on a appris à décoder l'isotopie et la chimie des pages du livre. Et les pages, elles sont faites en carbonate de calcium. Et avec cette chimie, on a une très bonne idée de la température de l'eau de mer, une très bonne idée de la salinité, une très bonne idée de la dynamique du phytoplancton. Les signaux sont pas très bons, sont même très très mauvais. Le GIEC annonce des signaux et un avenir qui est pas rose. Les informations données à notre espèce par les autres espèces montrent qu'il y a moyen de s'inquiéter. Ça, c'est évident. Il faut s'inquiéter, mais faut pas paniquer non plus. S'il y a un lieu où l'on s'inquiète, c'est sur l'île de Miquelon. À moins de 2 heures de Saint-Pierre en bateau et à seulement 10 minutes en avion, c'est l'autre commune de l'archipel. La piste 12 en service, le vent 70 degrés, 7, 10 nœuds. On est Cavoc, température plus 12, point de rosée plus 7 et le QNH 1022. Le roulet, tu rappelles prêt. C'est bien pour la 12 avec 1022 au QNH, je roule et je te rappelle prêt. Il est 8 heures du matin. Comme chaque lundi, Nicolas Lemaine est à son poste dans la tour de contrôle. L'avion, en provenance de Saint-Pierre, peut atterrir. C'est bien reçu, papa Juliette. À tout de suite. À tout de suite. 8 personnes à bord. L'été, l'appareil vient 2 fois par jour. Si le temps le permet, oui. Aujourd'hui, il fait beau. Il faut toujours s'adapter. On ne peut pas trop planifier les journées par rapport à ce qu'on peut prévoir ou la météo qui est annoncée, parce que la météo change rapidement. Et c'est vrai que la brume est souvent présente aussi, donc l'humidité est vite là. Nicolas a 24 ans. Ici, il cumule les fonctions. Aiguilleur du ciel, il est aussi agent d'exploitation. C'est lui et un collègue qui sont chargés d'entretenir tout le matériel. Nicolas, comme la plupart des jeunes de son âge, n'a qu'un seul désir, s'installer définitivement dans cette île où sa famille vit depuis 5 générations. Je pense qu'il y a quand même du boulot et après, je pense qu'il faut aussi qu'on donne les conditions aux jeunes pour rester sur l'archipel, pouvoir construire sa vie sur du long terme et donc ce qui inclut tout dans leur vie, que ce soit les habitations, le boulot, etc. Donc il faut qu'on voit plus loin pour un avenir. L'avenir des habitants de l'île. À peine 600 personnes aujourd'hui, alors qu'elles étaient encore 700 il y a une dizaine d'années. Et la population locale est vieillissante. Impossible de construire dans le village. Plus de foncier disponible ou à des prix exorbitants pour un jeune. Mais ce n'est pas la seule problématique à laquelle les habitants sont confrontés. Pour mieux comprendre les enjeux du village, nous allons suivre Nicolas lors de manœuvres qu'il réalise avec les pompiers de Miquelon. 15 volontaires, tous bénévoles. Nicolas est le plus jeune. Les plus anciens veulent partir, mais il n'y a guère de volontaires pour les remplacer. Pour cet entraînement, ils ne sont que 11. Les autres travaillent. Il est 18 h et ils n'ont que 3 heures pour apprendre à utiliser le nouveau camion qui vient de métropole. Jusque-là, leur matériel était canadien ou américain. Il peut ouvrir la vente de la division. Yes. C'est là qu'il y a tous les photos. Ouais. L'exercice du jour, une alerte incendie dans le village. Oh, c'est bon la morsure, c'est 3-4 secondes. C'est parce qu'elle est restée levée, en fait, je l'entendais pas. Tout le matériel qui est sur le camion est nouveau, on ne connaît pas, donc on apprend et ça va s'en servir sous peu.
L'ancien matériel, oui, plus américain, et puis là, on est plus sur du matériel français, quoi. Donc, une petite évolution, donc il faut se remettre à la page. En ligne. Terrain escarpé, conditions difficiles. L'exercice se déroule à l'extérieur du village, dans une casse où la population se débarrasse de ses vieilles voitures et de ses encombrants. C'est le début de l'été et les risques d'incendie sont réels. Raccorde sur celui-là. Mais pour tous les pompiers présents, ce sont les inondations de 2017. Et surtout celles de 2018 qui leur rappellent que le territoire est situé dans une zone vulnérable. Ils vont intervenir de jour comme de nuit. Plus d'une cinquantaine de maisons est inondée. 2 tempêtes coup sur coup en plein hiver et un coup de semonce pour tous les habitants. On avait vu que c'était une grosse tempête. Après, on pensait pas que l'eau allait monter comme ça dans les maisons, dans les habitations. Comme quoi, on n'est pas à l'abri de la montée des eaux qui nous ont annoncé. Ce jour-là, la population comprend mieux pour quelles raisons le village est classé en zone inondable. Des coups de vent sont de plus en plus présents l'hiver, donc on peut s'attendre à avoir des plus grosses tempêtes que d'habitude. C'est une preuve qu'il faut qu'on aille chercher un peu plus les hauteurs sur l'île et donc qu'on réfléchisse à un avenir rapide du futur village ou de l'évolution du village, en tout cas, sur une partie plus haute sur le territoire. Le bourg est situé juste au niveau de la mer. Les projections des experts montrent que les phénomènes extrêmes vont être plus récurrents. Sans compter que les nappes phréatiques débordent à chaque submersion marine. Depuis quelques mois, une question émerge. Faudra-t-il délocaliser le village de Miquelon? Et si oui, quand? Des interrogations et un casse-tête pour les autorités qui, lors des dernières élections municipales, n'avaient trouvé aucun candidat. Franck Detcheverry s'est finalement présenté. Pourquoi vous avez décidé d'être maire? Parce que j'aime mon île et j'avais envie de participer à changer les choses. Même si je sais que ça prend du temps, petit à petit, on arrive à bouger certaines lignes et ça, c'est une satisfaction pour moi. Donc, je ne veux pas voir Miquelon mourir. J'ai toujours été attaché à mon île. Depuis, en plus, l'arrêt de la pêche où on a du mal à entrevoir un avenir ou un développement économique pérenne. Oui, il y a un vrai risque à ce que l'archipel tout entier périclite d'ailleurs. Ce qui me met en colère, c'est que les habitants de Miquelon ont pris pleinement conscience du risque qui les guette à moyen terme et qu'on a de la misère à se faire entendre auprès des autorités compétentes pour pouvoir mettre les futures habitations en sécurité. C'est quand même une aberration. Dans beaucoup d'endroits, les gens n'acceptent pas le fait des annonces qui sont aujourd'hui faites suite au changement climatique. Nous, ici, la population les accepte et on nous empêche d'évoluer. C'est quand même un comble. Le lendemain, le maire va donner le départ de la course des 25 km de Miquelon. Attends, du coup, je vais monter dedans. L'an passé, cette épreuve n'avait pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire. Pour Xenia Filipenko, c'est aussi une opportunité de rencontrer les habitants en dehors du cadre formel de sa thèse sur l'adaptation au changement climatique de l'archipel. La géographe nous emmène ici à une centaine de mètres de la ligne de départ. Il y a quelques jours, elle a découvert un autre phénomène qui sévit dans l'île. C'est physique hein, pour cette enquête. Les dunes, faut pouvoir les grimper. On voit qu'en fait, les habitants, clairement, n'ont pas entretenu. En fait. Là, la maison, elle est complètement abandonnée. Il y en a une deuxième qui l'a été également. Celle-ci, elle n'a pas l'air très entretenue. Donc, oh là là. Donc, ça a été complètement abandonné. Tout a été laissé sur place, en fait. Donc, on voit, là, par exemple, les câbles électriques, ils n'ont pas été enlevés. Tout le matériel a été laissé sur place. Et ça, effectivement, c'est dangereux pour le coup. Ici, pas de titre de propriété, pas d'obligation. Les chalets vont rester en l'état. Les lieux de villégiature changent en fonction des opportunités qu'offre l'île.
On va profiter du territoire, de tout ce qu'il peut nous offrir, puisque c'est un territoire qui est très beau, qui est très riche. Il y a beaucoup de choses à offrir. Et après, le moment venu, c'est toujours une grande question. Est-ce qu'on va abandonner? Est-ce qu'on va essayer d'adapter le bâti, les habitudes? C'est toujours la grande question, finalement. Cette course existe depuis 37 ans, une institution dans l'archipel. Pour tous les participants, comme pour les habitants, ce rituel se finit toujours comme dans un village gaulois, par un festin, un méchoui, qui réunit plus de 700 personnes. Des chevaux en liberté, dès le printemps, ils sont lâchés dans la nature. Dans leur foulée, on découvre ce qui fait la beauté de l'île, qui dispose de pâturages et de grandes plaines où ils peuvent galoper à leur guise. Très vite, le groupe parvient jusqu'à la plage. Une longue plage de sable. D'un côté, la lagune, de l'autre, la mer. Et au milieu, la route. Nous sommes ici sur l'isthme, cette longue bande de sable et de galets qui relie les territoires de Miquelon au nord et de Langlade au sud. C'est un double tombolo assez unique dans le monde qui, chaque hiver, est soumis aux caprices de la mer. Dans sa plus petite largeur, il ne fait qu'une quarantaine de mètres. On va prendre une route, la route barrée, pour accéder à l'endroit où elle s'est effondrée, liée justement à cette fameuse érosion régressive. Christophe Georgiou est ingénieur à la DETAM, la direction des territoires et de la mer. C'est lui qui est chargé du suivi du trait de côte pour l'État. Un métier qui, ici, n'est pas de tout repos. Donc on est sur un des sites d'effondrement de la route. Sans autorisation, interdiction d'accéder à ce chantier. Je ne vais pas plus loin parce qu'il y a la route qui est en train de carrément tomber. Alors ce ne sont pas des phénomènes immédiats, c'est arrivé plutôt cet hiver et cet automne. Aujourd'hui, c'est moins important. Mais comme vous pouvez le voir, ce sont des endroits qui sont relativement dangereux. Et vous comprenez pourquoi c'est absolument impossible de circuler sur cette route. Février 2021, un ouragan malmène l'île. Des vents violents et une mer démontée. À certains endroits, la route finit par céder. Donc là, on voit encore des blocs d'enrochement qui ont été bougés par les tempêtes. Donc là, on a une magnifique encoche qui est liée à une attaque par la houle lors de grandes tempêtes, avec des restes de blocs. Vous voyez, ce sont des énormes blocs où l'océan n'a absolument aucun problème pour les bouger. Une série noire. Plusieurs tempêtes successives dégradent encore plus la route, au point que les services de l'État doivent mettre en place un axe de contournement le long de la lagune, à gauche sur l'image. Les phénomènes d'érosion, ça se produit par ce qu'on appelle des formes de renard, c'est-à-dire que c'est une attaque qui est plutôt souterraine et ensuite la route s'effondre. 6 mois après, seuls des travaux de fortune ont pu être réalisés. Des enrochements, des sacs de sable sont installés au pied de la route. Mesure dérisoire face à la force des éléments. Ces remparts ont été mis en place dans l'urgence avant d'entamer en novembre le grand chantier de restauration. C'est très impressionnant et on voit que les ouvrages de réparation qui ont été faits pendant les tempêtes, ils n'ont pas tenu. L'objet des études qui ont été menées, c'est de mettre en place, pour maintenir cette infrastructure, cette route, une protection qui tienne plusieurs années, même quelques dizaines d'années, si c'est possible. Aujourd'hui, les autorités locales ont débloqué près de 3 millions d'euros pour rétablir la route bitumée
entre les deux parties de l'île. Lutter contre la nature, lorsque vraiment la nature veut quelque chose, soit c'est des travaux herculéens et qui de toute façon parfois sont déjà remis en cause. Donc le mieux, toujours le mieux, c'est essayer de s'adapter à la nature, à ce qu'elle fait, en essayant de maintenir le mieux possible qu'on peut les infrastructures. Un cordon ombilical de 12 km qui, à terme, est menacé d'être englouti par les eaux. Un retour à la fin du XVIIIe siècle. À l'époque, on le voit sur cette carte de 1763, l'isthme est coupé en deux, au milieu. Deux îles qui n'en feront plus qu'une au début du XIXe siècle. Miracle de la nature. Donc en fait, ici, c'est un itinéraire de déviation provisoire le temps que les travaux de reconstruction se fassent. Nous empruntons ici la route qui longe la lagune et qui est seulement accessible à marée basse. Les autorités veulent entretenir cette artère, mais pour certains experts, c'est un gouffre financier. Pour eux, l'isthme est condamné. Quand ? C'est la seule question. Au nord de l'isthme, l'Anglade, un territoire préservé. Avec, au pied des falaises, des eaux turquoises. Et au-dessus, de vastes étendues sauvages. Plus loin, à l'anse du gouverneur, quelques chalets, des villas, une église et un seul commerce. Le hameau dépend directement de la commune de Miquelon. Ici, pas d'eau courante ou de terrain viabilisé. Ce lieu pourrait préfigurer sur l'archipel le monde de demain. Ça pourrait être un laboratoire parce que ici, les habitations sont résilientes. Ce sont des résidences secondaires, alors c'est résilient que l'été. En hiver, il n'y a personne, parce que d'une part, l'accès est très compliqué, il n'y a pas de bateau qui vient, et la route est compliquée d'accès. Par contre, en été, on a de l'électricité autonome sous la forme d'éolien, on a de l'eau sous forme de pluie, donc avec des récupérateurs de pluie. Depuis 2020 et la crise du coronavirus, les habitants de Saint-Pierre viennent plus volontiers s'établir l'été dans ce territoire si préservé. Il y a ceux qui choisissent la caravane ou le bungalow. Installation sans la moindre autorisation. Mais de provisoire, ces campements s'installent dans la durée. Problème, ils sont à 2 pas de la mer et de la côte qui s'érode. Un jour, comme à l'anse du gouverneur, ces campements deviendront de nouvelles résidences secondaires et un casse-tête de plus pour le maire de Miquelon. Justement, ce matin, dans son agenda, une réunion importante est programmée. Le préfet a fait le déplacement. C'est tout à fait naturel que je sois présent à vos côtés aujourd'hui parce que c'est un sujet important pour l'État, mais avant tout important pour la commune de Miquelon. On est réunis aujourd'hui pour notre papy, pour le papy de Miquelon, pour un atelier de co-construction de notre plan d'action. Le papy, c'est le plan d'action et de prévention des inondations. Un outil indispensable pour limiter les risques pour les 6 prochaines années. Mais au bout de quelques minutes d'échange, on comprend que l'enjeu ici n'est pas à court terme. On réfléchit déjà à une politique d'adaptation au changement climatique, mais à long terme. Il y a une réelle inquiétude sur l'avenir à 50, 100 ans. C'est-à-dire que si on se projette avec les projections d'augmentation du niveau marin, c'est assez inquiétant parce que le bourg étant localisé à un niveau d'altitude très basse, c'est fort probable que toute la plaine soit à terme, c'est-à-dire 50, 100 ans, soit à terme inondée. Donc clairement, l'avenir du bourg, il est plus ici. On a un peu échangé. Bien sûr, le maire s'y attendait. Mais il n'y a aucune autre solution pérenne. Il n'y a pas d'autre choix viable, parce qu'au niveau national, on n'est plus dans une philosophie de lutte à tout prix contre la nature, on est plutôt dans une philosophie d'adaptation. Le papy,
Le PPRL, le plan de prévention des risques littoraux, n'ont plus aucun secret pour le nouveau maire qui découvre ses acronymes et ses dossiers complexes. Franck a un leitmotiv, chevillé au corps. Alors, on m'a dit que vous aviez un tatouage spécial. Oui. Je peux le voir? Si vous voulez. C'est un tatouage qui veut dire beaucoup quand on est Miquelonais, qui a une grande signification pour moi. Je sais pas si vous le voyez. Résilience. Oui. Pourquoi? Oh bah, c'est pas 20 mots ici à Miquelon. Vous savez, de la résilience, il faut en avoir beaucoup ici pour rester ici. C'est important. Faut pas se laisser abattre par les aléas climatiques ou les aléas politiques. Pas de round d'observation, il a déjà du pain sur la planche. Donc ça, c'est la carte du PPRL, la carte du village, avec toutes les zones inondables et les zones constructibles. Donc les zones en rouge, toutes les constructions sont interdites. Quasiment tout est en rouge, malheureusement. Donc il ne reste qu'en bleu que quasiment toutes les zones qui sont déjà construites. Mais toutes les nouvelles constructions, aujourd'hui, sont quasiment impossibles, quoi. Ça fait 37 ans que je suis ici, je suis né ici. Et je vois quand même qu'en une trentaine d'années, on a perdu une centaine d'habitants sur les 700 que nous étions. Et la population est vieillissante. On a 165 personnes ou 160 personnes de plus de 65 ans. Donc, si vous voulez, oui, c'est très inquiétant. Quand on voit que la jeunesse ne peut pas s'installer, c'est un suicide. C'est la base d'un pays en général. De tout endroit, tout lieu, si vous ne laissez pas la jeunesse s'y installer, vous êtes condamné à mourir, tout simplement. Dans son équipe municipale, Franck Detcheverry peut compter sur la mobilisation des jeunes de l'île qui s'investissent sans compter pour continuer à faire vivre Miquelon. Parmi eux, Nicolas qui refuse de baisser les bras. De sa tour de contrôle, il voit le climat devenir fou. Je regarde les paramètres météo, sauf qu'on voit que la visite à 500 mètres et le plafond à moins de 100 pieds. Donc les paramètres sont pas bons pour l'avion. C'est comme on le dit toujours, c'est si le temps le permet. La brume obscurcit les paysages, mais pas seulement. On voit que c'est bien bouché, la brume est bien présente. Il me semble qu'il y a une année, on a eu plus de 20 jours consécutifs, donc ça fait énormément de brume. Même sur le moral, ça joue un peu. Après, c'est surtout en hiver où on a plus de vent, il y a beaucoup plus de tempêtes aussi maintenant. Donc c'est plus l'hiver qui est compliqué. Et surtout qu'on a moins de neige, on a plus de pluie, on a plus de vent, donc c'est dur à gérer. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Il y a un changement climatique. Après, voilà, il faut essayer de trouver les bonnes solutions à long terme et pouvoir répondre au mieux sur ce changement climatique. Ce jour-là, pas d'avion, pas de bateau non plus. Nicolas doit pourtant se rendre impérativement à Saint-Pierre pour un match de football. Un derby contre l'île voisine. Pas d'autre choix que de prendre les bottes et le ciré. À l'Anglade, l'équipe embarque sur un bateau pneumatique. C'est parti pour 1 heure de traversée, si le temps le permet. La télévision locale est déjà là. Un dispositif important avec une retransmission en direct avec pas moins de 5 caméras. Deuxième mi-temps a repris depuis une dizaine de minutes. La formation principale pour le moment, c'est le fait que les Miquelonais jouent à 10 après l'expulsion de Fabien Gaspard en fin de première mi-temps. Les matchs n'ont lieu qu'en été. Alors, quel score hier? Donc 0-0. On a fait un bon match à 10. On s'est battu. On a pris un rouge en première mi-temps. Donc ça fait du bien de ressortir avec un résultat dans ce sens-là pour nous. Et donc très content du déplacement. Dan, allez Dan, viens. Viens, viens. Ici, je suis en location. Donc voilà, c'est mon lieu d'habitation, quoi. Donc je paye 600 € par mois. Donc j'ai une grande pièce commune ici avec salle à manger et salon. Également 2 chambres là-haut et la salle de bain qui est ici en bas aussi. Et vous voudriez devenir propriétaire?
Tout avenir d'un jeune, c'est de pouvoir construire sa maison, de pouvoir fonder sa famille. Et donc, il faut qu'on puisse avoir les moyens de construire et d'avoir une perspective à long terme sur le territoire. Parce qu'ici, au centre du village, c'est plus possible de construire. C'est ça, il y a beaucoup de contraintes et en effet, il y a plus beaucoup de terrain et le PPRL nous empêche de construire dans quasiment la totalité du territoire ici existant. Ça fait quelques années maintenant qu'on a commencé à se battre. Il ne faut pas qu'on mollisse maintenant et je pense qu'avec la combativité et toujours la volonté de le faire, on arrivera à quelque chose et il ne faudra pas qu'on lâche la pression sur ceux qui sont concernés. Un combat où la plupart des jeunes ont déjà baissé les bras. Ils sont partis travailler et vivre en métropole. Leur retour est plus que compromis quand on sait que l'économie de l'archipel tourne au ralenti. Le changement climatique pourrait accélérer cet exode. Les anciens en sont tous convaincus. Il suffit de les écouter dans les ateliers qu'organise la géographe Xenia Filipenko. Si jamais ces endroits-là ne sont pas protégés, ça devient vraiment compliqué. À savoir, par exemple, l'hôpital, la centrale et puis donc l'aéroport. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils sont suffisamment protégés pour vous, Vincent ? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. L'inquiétude est partagée. Si on parle des terrains des graves, si ça remonte d'un mètre, ils sont dans l'eau. Ah c'est fini, ils sont dans l'eau. Ah là, c'est les premiers. Ce serait facile. Et quand elle évoque un transfert de population, on comprend qu'ils y pensent tous. On a parlé de l'enrochement, on a parlé du rehaussement qui est déjà en cours, en fait. Qu'est-ce que vous pensez du déplacement ? Si vraiment il faut déplacer la ville. Est-ce que là, c'est pas forcément la ville, mais ça peut être des trucs stratégiques, quoi. Il faudrait qu'ils donnent des terrains ailleurs pour que les gens aillent construire en dehors. Ma famille est ici depuis plusieurs générations. On a notre identité, nous sommes des Iliens, des Saint-Pierrais, des Miquelonais. Si un jour on devait partir, ce serait comme un échec, quoi. L'archipel doit absolument anticiper les changements et s'adapter sans tarder. Sinon, ces territoires ne seront bientôt plus qu'un désert abandonné, au vent et à la houle. Comme à l'île aux Marins, qui n'est plus habitée depuis le début du XXe siècle. Un autre musée à ciel ouvert, ce serait le pire des scénarios. Mais à l'horizon 2100, c'est le plus plausible.